Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Umaro Sissoco Embalo est le nouveau président de la Guinée-Bissau. Le candidat du jeune parti MADEM a remporté l'élection présidentielle avec plus de 53% des suffrages. Une victoire symbolique face au parti historique, le PAIGC. L'Égypte s'apprête à devenir un acteur énergétique incontournable grâce à ses ressources multiples. Le pays des pharaons va exporter 50 MW d'électricité dès le 12 janvier 2020 vers le Soudan voisin. Et des formations de redevabilité ont été données par la Commission économique pour l'Afrique à 5 pays pilotes en octobre 2019 pour la réalisation de l'agenda 2063. Le Kenya, pays hôte de ce colloque, est l'un des pays bénéficiaires. Détail à suivre dans cette édition. La Guinée-Bissau a un nouveau président, le candidat du MADEM, tout jeune parti politique créé il y a moins de 2 ans. Umaro Sissoco Embalo accède à la magistrature suprême avec 53,55% des suffrages. Il devance ainsi son adversaire, Domingos Simoes Pereira, candidat du PAIGC, parti historique qui domine la vie politique du pays depuis l'indépendance. Le point avec Ange Doménio. Umaro Sissoco Embalo est le nouveau président de la Guinée-Bissau. Avec 53,5% des voix, le candidat du MADEM est arrivé en tête du second tour de la présidentielle devant Domingos Simoes Pereira qui a récolté 46,45% des voix. Umaro Sissoco Embalo, 47 ans, a bénéficié de report des voix après avoir obtenu des soutiens de poids suite au premier tour. L'élection s'est déroulée de manière régulière, dans la calme. Le peuple a eu toutes les conditions pour s'exprimer librement, malgré quelques problèmes mineurs, mais le peuple s'est exprimé librement. Le nouveau président va devoir composer avec le PAIGC, majoritairement représenté à l'Assemblée nationale. En effet, la Constitution prévoit un système exécutif avec un président et un premier ministre issus de la majorité au Parlement. Cette répartition des pouvoirs a conduit ces dernières années à une valse de gouvernement. Le président élu connaît ses responsabilités, il connaît le cadre politique que prévaut dans les institutions politiques. C'est à lui, dans le cadre de la Constitution, de ses prérogatives, de trouver les moyens pour conduire le pays dans la stabilité. Le candidat du PAIGC, Domingos Simoes Pereira, conteste les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Rattrapé par les réalités de son parti, ce dernier n'a pas réussi à mobiliser des électeurs, lassés des crises politiques à répétition. Notons que le candidat malheureux Domingos Simoes Pereira, qui a obtenu un peu plus de 46% des voix, conteste les résultats du second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 29 décembre. Le candidat du PAIGC, formation qui domine la vie politique du pays depuis l'indépendance, dénonce une ingérence militaire dans le processus électoral. Il a annoncé sa volonté d'introduire un recours devant la Cour suprême, organe en charge d'annoncer les résultats définitifs des élections. Au Cameroun, le président Paul Biya s'est prêté au traditionnel exercice de l'adresse à la nation le 31 décembre. Lors de ce discours, il est revenu sur les importantes réformes adoptées en 2019 pour garantir au pays la voie de l'émergence et de la démocratie. Corinne Kamsefem. L'année 2019 aura été au Cameroun celle des avancées significatives sur les plans politiques et économiques notamment. Dans son discours à la nation le 31 décembre 2019, le président Paul Biya l'a souligné en évoquant 2 textes de loi fondamentaux adoptés durant l'année. Celui sur la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et le plus récent sur l'accélération de la décentralisation. Des réformes qui s'inscrivent dans l'offre de solutions que le gouvernement apporte à la crise sécessionniste qui a dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. S'agissant particulièrement du nord-ouest et du sud-ouest, le statut spécial dont ces régions bénéficient prend en compte leur spécificité du sous-système éducatif anglophone, de la common law et de la chefferie traditionnelle.
Tout en incitant à plus d'efforts, le président camerounais a salué la résilience économique du pays qui, malgré un contexte international incertain, réussit à garantir aux populations un progrès social notable. Les acquis qui devraient être pérennisés au travers du projet de stratégie nationale de développement, nouvelle boussole vers l'émergence sur la période 2020-2030. La situation liée au choc sécuritaire, au choc économique avec la décote des prix du baril de pétrole sur le marché international et même des autres matières premières qui alimentent essentiellement le financement de l'économie et même avec le choc humanitaire, on se rend compte que beaucoup de fonds ont été faits mais n'ont pas été suffisants pour justement contenir l'avancée de la pauvreté au Cameroun. À la veille d'échéances électorales importantes, le président Biya s'est fait le devoir d'éveiller la conscience citoyenne et démocratique de ses compatriotes en les invitant à aller voter massivement le 9 février 2020. Comme il a précisé, ce sera ainsi l'occasion de matérialiser toutes les réformes adoptées pour l'épanouissement de la démocratie. La Côte d'Ivoire vient de connaître une année mouvementée, notamment sur le plan politique, entre l'acquittement de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale, l'alliance des deux plus vieilles formations politiques du pays, historiquement opposées, à savoir le PDCI et le FPI, ou encore le mandat d'arrêt international émis contre Guillaume Soro. Retour sur les faits marquants de l'année 2019 avec notre correspondant Oliva Diacotan. En Côte d'Ivoire, 2019 a été une année particulièrement dense en actualité politique. Premier fait majeur, en détention aux Pays-Bas pour crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale de 2010-2011, l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ex-ministre Charles Blé Goudé sont acquittés par la CPI puis libérés sous condition. Nous, on est obligés de pardonner parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et il faudrait qu'on cherche à se réconcilier. Au niveau de l'animation de la vie politique, deux grands blocs se dégagent en vue de la présidentielle de 2020. Il s'agit du parti au pouvoir, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et la coalition de l'opposition dirigée par le PDCI dénommée Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, dont les fondeurs du FPI en font partie. Nous devons faire en sorte que ce pays reste en paix. Les Ivoiriens aspirent à la paix, à la sérénité. Et c'est ce que nous leur offrons par cette alliance. Ce meeting, c'est un meeting de préparation d'introduction. Vous nous avez honorés en venant nombreux. Mais même si vous n'étiez pas nombreux, mais le fait que des militants du PDCI et des militants du FPI fassent ensemble un meeting, c'est historique. Et c'était déjà gagné. Outre ces faits, le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro et la condamnation par contumace de Charles Blé Goudé viennent clore une année 2019 bouillonnante politiquement dans le pays. La très attendue présidentielle de 2020 est prévue pour le 31 octobre et la Côte d'Ivoire célébrera également ses 60 ans d'indépendance en août 2020. Également dans l'actualité au Soudan, les affrontements tribaux qui ont éclaté le 29 décembre à El Geneina au Darfour ont engendré une quarantaine de pertes en vie humaine. Une querelle entre une personne de la tribu Massalite et une autre personne arabe serait à l'origine de ces violences qui ont dégénéré. Un camp de déplacés massalites ainsi que des maisons ont été brûlées. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok ainsi que le général émérite qui est devenu le numéro 2 du Conseil souverain, se sont rendus sur place ce mercredi 1er janvier afin de tenter d'apaiser la situation. Notons que le Darfour est depuis des années le théâtre de conflits entre des tribus non arabes et des tribus arabes, ces dernières étant soutenues par des milices armées à l'époque par Khartoum lors de la présidence d'Omar el-Béchir. L'Égypte mise sur son potentiel énergétique pour diversifier son économie encore très dépendante du gaz naturel. Dès le 12 janvier 2020, le pays des pharaons va exporter 50 MW d'électricité vers le Soudan voisin, ce qui illustre la poursuite de la stratégie de développement du secteur énergétique du pays. Siamlo Victoria CG.
L'exécutif égyptien veut faire du pays un hub énergétique régional. Pour ce faire, il développe un réseau de transmission efficient sur les énergies vertes. Des interconnexions électriques avec la Libye et la Jordanie ont même déjà été installées, permettant de transférer 100 et 450 MW vers ces pays. Le secteur énergétique égyptien a des capacités plus fortes que celles qui sont utilisées actuellement. Donc l'Égypte pourra, avec très peu d'investissements supplémentaires d'adaptation, créer de l'énergie et la transposer via les réseaux qui sont en train d'être déjà construits. Dès 2020, le cap sera mis sur le Soudan voisin. Le 12 janvier, une interconnexion avec le pays sera opérationnelle. D'après le ministère de l'Énergie, elle transportera 50 MW d'électricité et pourra atteindre 420 MW d'ici la fin 2020. La construction de cette ligne a coûté 31,7 millions de dollars. L'Afrique, de nouveau, est en train de choisir la voie de la création de la richesse commune, distribuable entre Africaines et Africains. Et c'est une énergie propre et c'est une énergie qui, j'espère, déclenchera l'objectif final, qui est la création, échange entre les différents pays. Ces dernières années, les autorités égyptiennes ont tout fait et ont réussi à atteindre l'autosuffisance énergétique. Décembre 2017, un contrat de construction d'une centrale nucléaire de 4800 MW a été signé avec la Russie. Fin des travaux 2022. Dans le reste de l'actualité, la très attendue loi des finances 2020 a été promulguée le 31 décembre par le président Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Un budget national qui se chiffre à 18 000 milliards de francs congolais, soit près de 11 milliards de dollars. Notons que cette loi de finances s'inscrit dans la mise en œuvre du programme du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale le 6 septembre 2019, un programme qui couvre les 5 ans de mandature de l'actuel président. Le Kenya était le pays hôte du colloque sur le renforcement des capacités des institutions publiques en vue de la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 qui s'est tenu en octobre 2019, un rendez-vous organisé par la Commission économique pour l'Afrique. Axé sur la culture de la redevabilité, 5 pays pilotes étaient réunis autour de ce projet, dont le Kenya. Reportage de notre envoyé spécial au Kenya, Jacques Amboka. Le Kenya renforce son système de planification et de statistiques. La Commission économique pour l'Afrique, en collaboration avec le ministère de la Planification, a formé des acteurs sur la culture de la redevabilité. Dans un contexte de protection de croissance du PIB du pays, estimé à 6,1% en 2020, la Commission économique pour l'Afrique veut ainsi accompagner les Kenyans afin d'atteindre les objectifs du développement. Ce que j'ai apprécié dans cette formation, c'est qu'elle nous a permis de porter le regard vers certaines pratiques internationales, d'où on peut emprunter des bonnes méthodes économiques afin de faire évoluer notre pays. Faisant partie de 5 pays pilotes de ce programme, nous devons montrer l'exemple. C'est depuis 2017 que les Nations Unies, par la Commission économique pour l'Afrique, a initié le programme d'évaluation du système des statistiques et de planification. Pour le Kenya, cette formation est une opportunité car le pays est en pleine élaboration de son budget 2020. L'élaboration du budget demande donc qu'ils puissent réfléchir à comment utiliser les ressources publiques de façon efficace et quels sont les mécanismes qui doivent être intégrés dans ce processus de l'élaboration du budget et de façon à ce qu'on puisse contrôler l'utilisation de ces ressources. C'est donc par Kenya que les Nations Unies ont clôturé la première phase de ces programmes d'évaluation. 5 pays pilotes ont été sélectionnés pour la première phase, à savoir l'Égypte, la Zambie, le Cameroun, le Bénin et le Kenya. Par ces programmes, le but est de conduire l'Afrique vers les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.